Allô? Ouais, ça va toi? Non, je bosse sur la vidéo des 10 ans là. Ouais, ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur les mêmes internet. Ah, je crois qu'on sonne à la porte. Non, mais je vais pas raccrocher, de toute façon c'est l'affaire de quelques secondes, je vais pas disparaître quand même. Pour la survie de l'espèce, ok, mais seulement si c'est moi le père. Y a pas moyen que je me fasse enfiler, surtout par toi. Moi vivant, ça n'arrivera jamais, tu m'entends? Et moi je préfère encore choper Ebola que d'avoir ta boule dans ma popoche. Je t'interdis de mêler Ebola Chan à cette discussion, c'est indigne d'une future maman. C'est toi la future maman, abruti. Bordel, mais trouvez-vous une piole, putain, y a des gens qui essayent de bosser ici. C'est quand même bien pratique ce truc, hein. Pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser déjà? Parce que j'en avais plein le cul de t'en chier sans arrêt. Ah oui, c'est vrai. Cette odeur... Bon, on se met au boulot là ou quoi? C'est les 10 ans de la chaîne, et il faudrait bien qu'on trouve un sujet pour marquer le coup, non? Ah, 10 ans déjà. Ouais, ça fait un sacré bail, hein. Bah t'as qu'à parler du même le plus marquant de 2014, et puis voilà. Ah, ça va être compliqué de faire un choix là, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ah ouais? Pourtant moi j'en ai un qui me vient direct. Ah ouais, lequel? Bah la vidéo de Whip chelou là, avec du cul et de la meuf qui fait peur. Hirotsuki Doji? Mais ça date des années 80, ça! Mais non, le clip de fou, avec la musique, là! Ah oui, je vois, Mimimi! Oui, voilà! Ah, c'est vrai que ça avait pas mal remué le web à l'époque. Mais pourquoi ils ont fait ça, les Chinois? Et c'est pas les Chinois, c'est les Japonais! Et plus précisément le studio d'animation Kara, associé à Dwango, le groupe qui gère le site Nico Nico, le YouTube japonais, quoi. Ils ont créé un festival de court-métrage d'animation sur internet. D'ailleurs, le logo a été designé par Hayao Miyazaki en personne, ça s'appelait le Japan Animator Expo, et ça s'est déroulé du 7 novembre 2014 au 9 octobre 2015. Ah ouais, un an de festoche! Ouais, pendant un an, chaque semaine, on pouvait découvrir un nouveau court-métrage d'animation original créé par différents animateurs. Et il y a eu plein de trucs trop stylés hein, qu'on peut retrouver facilement en cherchant bien. Et c'est la semaine du 21 novembre qu'est publié Mimimi, un clip musical créé par Hibiki Yoshizaki, qui a travaillé entre autres sur l'anime Yozakura, aidé par Iseki Shuichi, qui avait été animateur clé sur Kill la Kill ou encore Space Dandy. Ah, c'est pour ça que c'est aussi chelou! C'est surtout que le clip est bourré de refs à Evangelion, parce que Yoshizaki venait de bosser sur le 3e film de la tétralogie Rebuild. Et puis bon, le gars qui a fondé et qui préside le studio Kara depuis 2006, ben c'est Hideaki Anno lui-même. Super, et c'est qui ton Jean-Jacques Hano là? Tu plaisantes? Bon alors je sais que j'ai l'air, mais non. Hideaki Anno, c'est le créateur d'Evangelion, pilier de l'animation japonaise moderne, une saga qui a matrixé les whips du monde entier. C'est tout un univers de fandom, de discussions philosophiques, de mèmes et de pachinko depuis la fin des années 90. Très belle beat, Shinji. Belle bite. Belle beat. Hey, belle beat. Belle bite. Belle beat. Belle Belle beat. beat. Merci beaucoup. Donc forcément ça a contribué à faire de Mimimi une sorte de 4e impact. Les internautes étaient complètement fascinés par l'animation de fou et la musique de Zinzin, composée par le DJ Teddy Lloyd, qu'on avait déjà pu entendre sur Panty et Stocking. Et les paroles étaient chantées par Daoko, une jeune voix qui s'est fait connaître sur Nico Nico à l'âge de 15 ans en 2012. Oui, elle avait 17 ans quand elle a interprété Mimimi. Eh ben on espère que son trauma se passe bien. Le clip a été instantanément relié par les communautés occidentales comme NeoGAF ou 4chan, et s'est répandu sur la toile aussi rapidement que Shinji est devenu pilote d'Eva. Get in the damn robot, Shinji! Forcément, il y a eu plein de détournements, mais surtout, un véritable culte s'est développé autour du personnage féminin principal, censé symboliser la passion dévorante des otaku pour les waifus en 2D, victimes de la forme la plus sexy du consumérisme. Très vite, les artistes se sont mis à dessiner des tonnes de fanart de cette nouvelle waifu anti-waifu d'internet. Encore une fois, le message a été parfaitement bien compris. Il y a eu des remixes et des covers de la zik et des montages sur le clip. Puis ça a fini par se calmer, avant que le même réapparaisse brutalement 4 ans plus tard, en pleine hype de l'anime Darling in the Franxx et de sa waifu Zero Two, qui est alors associée à la danse suggestive de Mimimi par l'utilisatrice Anna Crow. Et 2 ans après, en 2020, cette même animation est reprise par Ghost Shadow, qui en fait un fond d'écran animé, qui est ensuite associé à un remix de la chanson vietnamienne I Foot On de la chanteuse Phao. À la fin de l'année, le mashup débarque sur TikTok et c'est le début d'une longue trend consistant à reprendre la danse. Et puis il y aura tout un tas d'autres célèbres waifus qui viendront remplacer Zero Two dans des animations de toutes sortes. Ouais, ça va être compliqué de parler de ça avec la censure sur YouTube et tout.
Bah, et puis surtout, y a rien de plus à dire sur le sujet, hein. Faut qu'on trouve autre chose, hein. Bah je sais pas moi, les mêmes sont souvent inspirés par les œuvres populaires du moment. Il y avait quoi au Cinoche en 2014? Niveau film, bah y a eu le grand retour de Star Wars par Disney avec le trailer de l'épisode 7 diffusé à la toute fin de l'année. Ça a fait beaucoup de bruit, notamment avec la découverte d'un nouveau type de sabre laser tenu par l'antagoniste Sith. Ah ouais, Quiche Lorraine là. Un sabre qui ressemble plus à une épée médiévale avec une garde, mais laser. Ce qui est un peu con comme design parce que ça rend le truc très dangereux pour son manieur. Surtout quand on sait à quel point ils aiment couper les mains dans cette saga. Bref, cette séquence de dégainage de sabre laser a bien excité la créativité des gens qui l'ont détourné en lui donnant de nouvelles formes ou en rajoutant toujours plus de lames, tel un couteau suisse laser. Mais je pense que le film qui a marqué l'univers des mèmes cette année, c'est plutôt Interstellar de Christopher Nolan. Il y a eu pas mal de moments du film parodiés, comme la scène de l'amarrage du vaisseau en le remplaçant par des objets du quotidien et en ajoutant la musique du film au montage pour rendre ses actions banales ultra épiques. Et c'est super efficace, moi je la mets quand je vais aux chiottes. Ou encore cette séquence poignante dans laquelle le personnage incarné par Matthew McConaughey se prend une cargaison de feels devant les vidéos de ses enfants qui grandissent sans lui. Mais sur internet, il devient un YouTuber React qui s'émeut devant les trailers de films ou de jeux vidéo. Je crois plutôt qu'il est tombé sur une vidéo de Spider-Man et Elsa. C'était leur début sur YouTube à ce moment-là, non? Ou alors sur le film de l'Angry Video Game Nerd. C'était un sacré événement ça aussi. Et encore une vidéo des 10 ans plus stylée que la tienne. Mais j'ai aucun budget, comment tu veux que je fasse ce genre de choses? Oh là là, ouin ouin le petit YouTuber. Bref, James Rolfe, c'est quand même le père des créateuristes de vidéos sur le net. Il avait commencé avant tout le monde et même avant YouTube. AVGN, c'est un point névralgique de la culture web. Et c'est d'ailleurs une de mes inspirations avant les JDG et compagnie. Ah oui, c'est vrai qu'au début t'aimais pas JDG toi. Bah, je matais la VGN depuis quelques années, donc forcément je les ai un peu perçus comme des plagieurs au début. Mais bon, au bout de quelques vidéos, ils ont fini par se démarquer, et puis j'ai fini par apprécier leur ton. Puis bon, on a le même âge, les mêmes rêves, donc forcément ça joue aussi ça. Ah bah tiens, y a peut-être un truc à creuser là. Ils jouaient à quoi les gamers en 2014? Meme Run, un jeu basé sur les mèmes créé par Ninja Pig, un studio composé de Jordan Schwetz, alors âgé de 20 ans, et de son petit frère qui en avait 14. Eh ben ça a l'air chouette. Le jeu est une course d'obstacles sans fin qui dégueule de références forcées à la culture MLG, et de même déjà assez daté, voire carrément has-been pour l'époque. Et puis bon, le gameplay était éclaté, il faut le dire. Ce qui a valu au jeu de se faire défoncer par les critiques, il a subi de nombreuses moqueries, et a même été parodié dans des MLG, histoire de boucler la boucle. Considéré comme cancer et symptomatique de l'arrivée d'une nouvelle génération d'internautes qui fait nimp avec la web culture, comme essayer de faire du fric avec. Meme Run est sorti le 18 décembre 2014 au prix de 5$ sur l'eShop de la Wii U. Ah, mais donc personne n'y a joué en fait. Mais a été retiré à peine 4 mois plus tard suite à une plainte déposée par Carlos Ramirez, réputé pour faire la chasse aux utilisations commerciales de sa célèbre création, la Trollface. Voilà, lui, il sait faire du fric avec. RIP Meme Run, tu n'avais aucun intérêt ludique, mais tu resteras une petite capsule temporelle d'une époque lointaine. Du coup, on presse F, hein, c'est ça? C'est ça, quand on doit présenter ses condoléances sur internet, il est de bon ton de presser la touche F en majuscule. Une pratique issue du jeu Call of Duty Advanced Warfare, sorti le 4 novembre 2014 justement. Oh, quelle belle transition, on pourrait croire qu'on lit un script extrêmement bien travaillé. Dans le jeu, il y a cette scène où le soldat incarné par le joueur se retrouve devant la tombe de son buddy mort au combat, quand soudain une QTE apparaît et demande au joueur d'appuyer sur une touche pour rendre hommage au défunt, comme si le jeu te disait à quel moment tu dois ressentir une émotion et comment l'exprimer. Mais c'est ridicule. Oui, c'est justement pour ça que l'expression est devenue instantanément culte, et qu'elle s'est retrouvée au panthéon des séquences QTE les plus mémorables. Hold X to pay respect. Should I do it? Yeah. Okay, here we go. This is a really emotional moment for me. Largement moquée et reprise ironiquement comme au premier degré, avant de s'ancrer profondément dans l'anal d'internet, au point que c'est devenu ultra commun de voir des F majuscules apparaître dans un stream chat quand il y a des problèmes de matos ou que le streamer échoue dans un jeu, sans compter le nombre incalculable de détournements qui reprennent l'expression. Tellement le même, y a quoi devenir fou. À 200%, comme le sénateur Armstrong dans Metal Gear Rising Revengeance. Ah, faut pas le faire chier, François Hollande. Ce screen du jeu est repris en image de réaction photoshopée à la manière du même Expandong. Postée sur 4chan en 2014, elle va être largement réutilisée et transformée pour changer le contexte de l'expression du personnage ou exagérer son énervement jusqu'à l'extrême. Et le sénateur Armstrong est petit à petit remplacé par d'autres personnages tout aussi énervés. Ça fait partie des premiers mèmes marquants sur ce jeu qui n'en finira pas d'en pondre par la suite, même 10 ans plus tard. Et d'ailleurs, il y a un autre jeu qui va marquer la culture web pendant cette même décennie, puisque c'est aussi en 2014 que sort le premier Five Nights at Freddy's. Avec son ambiance angoissante et ses mascottes animatronics, le jeu de Scott Cawthon va cartonner notamment chez les jeunes joueurs et lancer toute une saga de jeux, un film, mais surtout un énorme fandom qui bourre les mêmes depuis.
En même temps, cette année-là, les gosses ils devaient s'emmerder un peu, hein, vu qu'ils ont pas eu de nouveau Pokémon, à part une réédition de Ruby et Saphir. C'est vrai, mais ça n'empêchait personne de jouer aux opus précédents. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur Twitch. Le 12 février 2014 a débuté l'une des plus grandes expériences sociales d'internet, Twitch Plays Pokémon. Lancé sur Twitch par un programmeur australien anonyme qui s'inspire de Saltybet pour créer un système d'interaction entre le jeu émulé en stream, à savoir Pokémon Rouge, et le chat augmenté grâce à un outil qui permet aux utilisateurs de commander les actions de l'avatar pour finir le jeu. Le chat? Tu veux dire tous les gens du chat en même temps? Eh oui, c'est justement là tout l'intérêt de la chose. Et comme ça a attiré beaucoup de monde, ils se sont très vite retrouvés à 8000 joueurs dès les premiers jours. Eh ben ça devait être un sacré bordel. Bah oui, déjà que c'est compliqué d'être à 8000 sur une manette, alors imagine avec 20 secondes de lag entre chaque moment où tu rentres l'input et le moment où l'action est exécutée dans le jeu. C'était chaotique. Et du coup, la moindre action la plus banale, comme aller dans une direction ou contourner un simple obstacle, devenait un enfer. Et les dizaines de milliers de spectateurs voyaient ça. Un enchaînement ininterrompu d'actions ratées, de déplacements erratiques du personnage et beaucoup de moments extrêmement drôles. Comme avec le rebord de la route 9 qui, si on saute par-dessus, nous ramène au tout début du chemin, un obstacle plutôt mineur quand on joue seul, mais pas à 8000. Et si ce simple labyrinthe était déjà une épreuve, c'était rien par rapport à la planque de la Team Rocket. Ils sont restés keblo 2 jours là-dedans. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le programmeur a décidé d'intégrer un nouveau système dit démocratique, dans lequel les commandes sont déterminées par la majorité. Mais résultat, ça ralentit vachement plus le jeu, et il commence à y avoir des révoltes de la part des joueurs qui préféraient le mode anarchique du début. Du coup, ils spammaient la commande Start 9 pour bloquer le jeu. Oui, parce que peu de temps après le début du stream, des communautés se sont formées sur Reddit et Twitter pour débattre et développer des stratégies de coordination afin de rentrer massivement l'input le plus adapté au bon moment et ainsi progresser dans le jeu par la force du nombre. Bref, il y a des alliances qui se forment et des batailles ont lieu au sein des communautés des joueurs. Et ça fait pas mal écho à la saucisse dans laquelle on vit. Alors qu'on sait tous que c'est meilleur en barbecue. Puis bon, s'ils étaient 8000 au début, le nombre de joueurs a continué d'augmenter jusqu'à péter les 120 000 les derniers jours, et plus de 1 million cumulés en tout. Ils sont néanmoins parvenus à finir le jeu le 1er mars, après 16 jours, 7 heures, 50 minutes et 19 secondes de jeu ininterrompu, devant plus de 36 millions de spectateurs. 16 jours au lieu de 25 heures. Ouais, ça confirme que la démocratie c'est bien, mais putain, qu'est-ce que c'est lent pour faire avancer une société. Le nombre de vannes et de détournements est proportionnel à la popularité de l'événement, et tous les moments les plus épiques se sont retrouvés cristallisés dans des mèmes qui peuvent paraître assez obscurs quand on n'a pas suivi l'événement. Comme les noms donnés aux Pokémon par exemple, imprononçables pour le commun des mortels, qui ont fini par avoir des surnoms pour simplifier les choses. Ainsi, le Reptincelle ABBBK devient Abby, le Rattata Geluino devient Jeleno, comme le célèbre présentateur de la NBC, ou encore le Roux Carnage devient Bird Jesus, dû au fait que la RNG lui était tellement favorable qu'il sauvera la team de beaucoup de situations délicates. D'ailleurs, certains éléments du jeu vont devenir sacrés, à l'instar des Pokémon les plus efficaces et qui finiront la partie, et le fait que l'item du fossile Nautil soit fréquemment sélectionné au cours de la partie entraîne la création d'un culte religieux autour de lui. Il y a même eu des blagues sur le fait que l'avatar semblait communiquer avec, comme s'il entendait des voix venant du coquillage. Ou bien est-ce que c'était les millions de voix dans sa tête qui l'ont plongé dans cette profonde confusion mentale, l'empêchant de faire des choix clairs tout au long de son parcours, ce qui va fatalement le plonger dans une profonde dépression. Les voix étant le surnom que s'était donné le chat, et l'autre celui du personnage joué. Ouais, c'est tellement deep et méta. Sans oublier ce traître de Pyroli, qui roulait en fait depuis le début pour le Fossil Dome, l'ennemi du dieu Nautil, et qui a saboté la partie à l'aide du pire ennemi des joueurs, le PC de stockage des Pokémon. Well, that's fantastic. A really smart decision, young man. We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest and it's gone. Et puis Jeleno qui foutait le sbeul en quittant les donjons avec la compétence tunnel, ce qui a contribué à engendrer beaucoup de problèmes dans la tour Pokémon de l'avant-ville. Ça et le fait que la team n'avait aucune attaque efficace contre les Pokémon spectraux. Ça leur a pris 27 heures rien que pour ce donjon. Bref, c'était bordélique, c'était épique, c'était une performance incroyable. Et une grosse publicité pour la plateforme qui allait se faire racheter par Amazon quelques mois après. Si bien que l'expérience a été reproduite sur d'autres opus Pokémon, puis avec d'autres types de jeux comme Final Fantasy, Mario, Zelda ou encore Doom. Eh ben dis donc, je sais pas s'il y a eu mieux, hein. Même la Grande Guerre des Squelettes fait pas le figure à côté. Ah mais oui, c'était le début de la Grande Guerre des Squelettes sur Tumblr, qui consiste à poster des images et des gifs de squelettes durant tout le Spooktober. Pour faire fuir les gamins d'internet? Non, c'était pour rigoler. Les gamins, ça les a pas impressionnés une seule seconde. La preuve en image, avec ce gosse en pyjama Bob l'éponge, dont la photo a été postée sur le subreddit Funny le 4 avril 2014. Il est très rapidement devenu un mème, avec sa tronche de blasé. Un vrai thug, le gars. C'est vrai que je l'aurais bien vu dans les montages Thug Life, là, avec les freeze frames et les tracks de Dr. Dre qui envahissaient YouTube à
l'époque. Une vraie guerre des gangs teintée d'ironie. Je sais ce qui les calmerait, les gamins. Le gros boule de Kim Kardashian. Ou celui de Nicki Minaj, puisqu'elles ont toutes les deux cassé internet à coups de cul. L'une avec son album Anaconda, sorti en août 2014, dont la jaquette et le clip ont été parodiés dans de nombreux détournements qui mettront bien évidemment l'accent sur le fessier rebondissant de la chanteuse, et l'autre avec la couverture provocante du magazine Paper le 11 novembre. C'est guerre et fesses. Et je pense que c'est Minaj qui a laissé la plus grosse empreinte, parce que des années après, sa pose est toujours reprise dans des fanarts de personnages fictifs très appréciés. Et moi je dis qu'elles ont tout piqué à Dick Butt. Bref, ça a mis en chien tous les crevards, et c'était fait pour. Tiens, mais j'y pense, c'est quand même bizarre la façon dont vous vous reproduisez, vous les humains. Ah bon, tu trouves? Pourtant y a d'autres espèces qui... Bah ouais, les meufs elles doivent pisser sur un thermomètre pour avoir un enfant, c'est chelou, non? Mais non, c'est un test de grossesse, ça! Tu vois le même avec les meufs d'animé en train d'en pointer un avec un résultat positif. Ouais. Et bah ça sert à annoncer qu'elles ont un polychinelle dans le tiroir. Et du coup là c'est tourné à la blague pour mettre à mal le personnage en face, ou le whip derrière l'écran face à sa waifu. Mais ça s'arrête pas qu'aux femmes, puisqu'on assiste à pas mal de révélations de la part de protagonistes masculins très célèbres, et pas que des humains bien évidemment, créant par la même occasion des couples improbables dignes des plus grandes fanfictions. C'est vrai qu'agiter un bâtonnet plein de pisse à la tronche des gens, c'est rigolo. À l'origine, il s'agit d'un simple template Photoshop posté sur Futaba Channel durant l'été 2014, et qui est arrivé quelques mois plus tard sur les réseaux sociaux occidentaux. Il suffit de l'incruster sur une capture d'image d'un animé, de préférence au moment où le personnage tire une tonche incroyable. Je vois que tu as parfaitement bien compris le principe. Ouais, mais du coup, ça m'explique pas comment vous faites pour vous reproduire. Eh ben, on va laisser la télévision américaine de l'époque te l'expliquer. Oh, I don't care if she's 20. Hell, I'd fuck her. You can't say you wouldn't fuck her. Maybe that's what I'll do when they find her. I'll go and fuck her. Fuck her right in her pussy. All right, well, we definitely apologize for that editing error in that story. Eh ben, c'était vachement mieux la télé d'avant. Au moins, on avait des vraies infos. Et quand cette vidéo s'est retrouvée sur YouTube le 5 janvier 2014, elle est devenue extrêmement virale. Notamment parce qu'elle a été partagée 2 jours après par Ray William Johnson, le Antoine Daniel originel. Le mois suivant, l'expression est reprise par une sorte de vieux Serge Ken cagoulé qui surgit de nulle part pour saboter les reportages télé dans la ville de Cincinnati. Ah, c'est encore un coup de l'Ohio. The 3 victims were part of a CXS. Fuck her right in the pussy. Fred, de son prénom, et sa phrase fétiche deviennent un mème très célèbre sur la toile. Et très vite, d'autres personnes vont saboter les reportages télé un peu partout aux États-Unis et au Canada. Malheureusement, le troll a fini par être pris premier degré par beaucoup trop de gros beaufs misogynes, découlant sur un harcèlement massif des femmes journalistes. Sauf qu'en réalité, les dérapages télé avec le journaliste et Fred, eh bah ce sont des fakes, mis en scène par John Kane, qui avait pour objectif de réaliser des vidéos ultra virales. Et le moins qu'on puisse dire, bah c'est qu'il a réussi. Donc si j'ai bien tout compris, les femmes ont des chats et les mecs mettent leurs boules dedans. Bah ça me donne envie de chialer, moi, tout ça. Comme le chat. Je sais! On pourrait parler du chat! Mais lequel, putain? Il y en a 1 milliard, frérot! Bah, le chat qui pleure! Tu sais, avec ses gros yeux larmoyants et sa bouille toute tristoune, là. Celui qui est à l'origine de toute une portée d'autres chats larmoyants qu'on voit toujours à l'heure actuelle et qui ne cessent de se reproduire. Et bah, il est apparu en 2014 aussi. Et il a été créé à partir d'un autre mème, le chat sérieux, qui lui est apparu en 2005 sur l'internet coréen. Mais tu dis nimp! C'est pas possible que Serious Cat soit si vieux et pas japonais! Moi, je suis persuadé qu'on est plutôt à la fin des années 2000, voire début 2010! Eh bah, écoute, il y a un moyen très simple de prouver que tu as tort. Je vais tout de suite aller regarder sur New York Meme, et comme ça je pourrais te dire qu'il y a... Ah bah apparemment on va pas pouvoir. C'est pas vrai, ils sont encore en maintenance. T'inquiète pas, on va passer par la Wayback Machine, je suis sûr qu'on va trouver une page ou deux qui pourra... Oh putain, les archives d'internet sont mortes. Ouais, en même temps ça fait des années qu'ils galèrent à lutter contre les ayants droit abusifs. Ah, fais chier, ça va être l'enfer pour bosser maintenant. Bon, on va utiliser l'ancienne méthode, hein. Y a peut-être moyen de trouver un vieux wiki ou un truc comme ça. Ah ouais, donc on trouve vraiment plus rien sur Google de nos jours. Ça, c'est à cause de la merdification des choses. C'est effectivement devenu de la grosse dauberie. Bon bah ok, on va essayer autre chose, hein. Peut-être que j'ai ça dans mes dossiers perso, Bah quoi? Non, le disque est vide. Bah peut-être que c'est le disque qui déconne. Mais non, regarde, Crystal Disk me dit que tout va bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, putain? Bon, je vais vérifier sur mon disque de sauvegarde, on sait jamais, mais... Il se passe quoi? Putain, y'a tout qui glitch. Mais que... Standy! TP-toi ailleurs, merde! Ouah, mais c'est trop la dèche, y'a plus rien non plus sur mon disque de sauvegarde! Qu'est-ce que t'as encore branlé avec le matos, toi? Mais enfin, tu sais bien que je me branle uniquement sur le PC du salon, ici t'es tout le temps là! Oui, parce que t'es sans arrêt en train de te lardonner la quiche dans le salon! Bon, on réglera ça plus tard, je vais checker la chaîne YouTube, j'en ai peut-être parlé dans une vieille vidéo et... Merde! Mais quoi encore? J'ai rien fait, moi! Bah, j'ai plus accès à la chaîne! Elle a disparu de YouTube!
Mais pourquoi ils ont supprimé ma chaîne? Ou alors je me suis fait pirater, c'est pas possible. Bah, c'est sûrement un coup de la concurrence, là, c'est ce Mad Dog, là, j'en suis sûr. Mais arrête avec ça, on n'est pas en concurrence, je t'ai déjà dit. Mais c'est une bonne idée. Je vais aller voir avec lui, peut-être qu'il a des infos sur ce qui se passe. Mais bien sûr qu'il sait, puisque c'est sa faute. Mais... c'est pas vrai. Alors tu vois, je le trouve nulle part sur les réseaux, sa chaîne a aussi disparu de YouTube, regarde. Bah oui, c'est évident. Il fait semblant d'être dans le même cas que toi pour pas qu'on le soupçonne. Non mais sérieusement, arrête tes conneries 2 secondes là. On dirait que tout ce qui touche de près ou de loin, même internet, n'existe plus. Ça te paraît pas bizarre à toi? C'est peut-être juste toi qui sais pas chercher. Plus aucune trace de ma chaîne ces 10 dernières années, comme si elle avait jamais existé. Comment ça se fait? Comment ils suppriment les chaînes YouTube comme ça maintenant sur YouTube? Ils envoient même pas de mail, ils préviennent pas, non c'est bon, comme ça, on supprime les chaînes, on en a rien à foutre. Oh oui, bah pourquoi pas? Et ça va de quoi la prochaine fois? On va me supprimer carrément moi, Jeannot, quoi? Y'a le matos qui disparaît là. Mais non. Ouah, c'est flippant. C'est comme si des trucs étaient effacés de l'histoire. Au rythme où ça va, on va sûrement être les prochains. Mais il faut faire quelque chose. Que toi tu disparaisses, ok, mais moi ça m'emmerde. Y a qu'une solution. On va retourner au moment où j'ai créé la chaîne YouTube en 2014. Peut-être qu'on trouvera des indices sur ce qui se passe. Attends, mais en 2014? Tu veux dire que tu vas remonter le temps? Mais comment tu vas faire ça? On remet en tournée comme la dernière fois? Non, le nez c'est pour me taper dans l'espace, pas voyager dans le temps. Là, on va utiliser ma bite. Putain, mais c'est pas le moment de devenir un YouTuber Red Flag. Mais non, je te parle de ma boîte interdimensionnelle et temporelle express. Mais tu m'avais dit que t'avais pas une gueule à avoir un TARDIS. Un TARDIS? Non, une bite. Oui. Ouais, c'est là que ça te ressemble plus. Mais depuis quand t'as ça, toi, en fait? Je l'ai trouvé pas cher sur un site de revente chinois. Mais de quoi tu parles? C'est l'armoire à fringues, ça. Ah, tu crois ça? Tada! Ok, donc t'achètes une armoire pour rien mettre dedans, super. Mais on s'en fout de ce qu'il y a dedans, c'est pas ça qui compte. Mais c'est n'importe quoi, cette vidéo. Ah mais attends, avant d'y aller, faudrait peut-être que je me fringue comme à l'époque, histoire de rester discret, non? Oh, je vais rester comme ça, mon flow transcende les modes. Et puis au pire, je me change en ballon de foot, hein, comme ça personne me calculera. Voilà. T'en dis quoi? Que tu vas te faire aligner direct. Ah ouais? Pourtant c'était à la mode en 2014. Mais tu dis nimp, j'ai jamais vu cette merde moi, ça vient d'où? Bah je sais pas trop en fait. La page de vente du t-shirt a vite disparu du web, comme si elle avait jamais existé. Mais l'image du t-shirt a été repostée en juillet 2014 sur le Tumblr de Inside My Car. Par contre on sait que le dessin du chien et du chat est repris d'un porte-clés qui était en vente sur un site chinois en 2008. Mais surtout ce qui est vraiment bizarre, c'est toutes ces phrases étranges qui s'enchaînent de façon totalement random. Parfois dans un anglais très approximatif qu'on peut retrouver dans certains pays d'Asie. D'ailleurs on y voit des caractères asiatiques. Ok, et du coup ça veut dire quoi tout ça? À première vue, pas grand chose. Les caractères signifieraient esprit en chinois, ce qui va dans le sens de l'origine chinoise du t-shirt. Ça sonne comme un slogan ultra edgy, cynique et fataliste, y a pas d'espoir, juste à la mort, le chaos et la destruction, ce qui crée un décalage avec le dessin tout mignon qui a l'air de prôner l'amitié et la tolérance. Du coup ça donne au t-shirt un côté ironique bien shitpost. C'est probablement ce qui a plu aux internautes quand ils l'ont détourné en y associant des personnages célèbres et en transformant le texte pour être raccord avec leurs univers et personnalités respectives. Et le message est aussi transformé en version positive pour coller au dessin. Et au fil du temps on a vu plein de t-shirts de ce style en vente sur divers sites web grand public. Ouais mais c'est pas parce que c'est en vente qu'il faut l'acheter. En parallèle, d'autres internautes ont essayé de décrypter les phrases, et plusieurs hypothèses en ressortent. Certains pensent que le t-shirt fait référence à des titres d'albums ou de chansons très populaires. Born to Die pourrait faire référence à l'album de Lana Del Rey, sorti en 2012, 1989 à celui de Taylor Swift, sorti en 2014, Kill 'Em All au premier album de Metallica de 1983, le nombre de policiers morts renverrait au groupe de punk rock américain Millions of Dead Cops, et I Am Trashman serait une référence à un épisode de la série It's Always Sunny in Philadelphia, dans laquelle Danny DeVito se déguise en catcheur et prend pour nom The Trashman, qui est d'ailleurs aussi devenu un mème par la suite. On suppose que le vendeur d'origine aurait mélangé tous ces mots-clés en mode random, pour exploiter leur popularité dans les moteurs de recherche et vendre plus facilement, en ajoutant à ça un dessin tout mignon représentant les deux animaux les plus appréciés sur le net. Ouais, ça me paraît tiré par les cheveux cette histoire. Bah attends, t'as encore rien vu, t'es pas prêt pour l'autre hypothèse. Selon le redditor Peter C85, il s'agirait en réalité d'un message dissimulé par un ouvrier chinois qui aurait tenté de braver la censure de son gouvernement, en utilisant une langue étrangère et en déguisant le message avec un dessin innocent pour éviter les soupçons de ses supérieurs. Selon cette hypothèse, la plupart des phrases serviraient à cacher les éléments les plus importants, qui sont aussi les plus cryptiques, à savoir les chiffres. Il y a deux nombres qui ressortent et qui constitueraient les véritables informations.
Deux nombres incompréhensibles si on ne connaît rien à la géopolitique, à l'économie et à l'histoire de la Chine. 410 milliards 757 millions 864 530. Un nombre extrêmement précis, mais qui ne l'est peut-être pas par hasard. En 2014, les fonds souverains chinois s'élevaient à 410 milliards de dollars d'actifs investis dans le monde entier. Une somme énorme qui faisait dire à beaucoup d'occidentaux affolés que la Chine était en train de racheter indirectement une partie du monde. Cette somme était investie notamment dans l'énergie et les ressources naturelles, comme l'eau avec la compagnie britannique Thames Water. Et de l'eau, la Chine en manque cruellement. En effet, la population chinoise souffre de gros problèmes d'accès à l'eau potable, notamment dans les régions nord et nord-ouest du pays qui sont surindustrialisées et surpolluées. Pour donner une idée, dans certaines régions du nord-ouest, les ressources en eau sont inférieures à 1000 m3 par habitant par an. C'est en dessous du seuil de stress hydrique fixé par l'ONU. Et c'est pourquoi le gouvernement a entrepris un vaste plan de transfert d'eau du sud au nord du pays, un projet d'ingénierie titanesque parmi les plus ambitieux et coûteux de l'histoire de l'humanité et qui s'étend jusqu'en 2050. Mais pendant tout ce temps, il faut bien trouver de l'eau. Du coup, le gouvernement importe massivement de l'eau potable. En 2014, la Chine aurait acheté pour 410 milliards de dollars d'eau en bouteille. L'autre nombre qui pourrait contenir une information cachée est rattaché à la phrase « Kill 'em all 1989 ». Ça ferait référence aux manifestations de la place Tiananmen en 1989, un événement traumatique de l'histoire de Chine qui a vu le massacre de centaines de civils sur plusieurs jours après des semaines de manifestations étudiantes en faveur de réformes sociales et démocratiques en opposition au régime de Deng Xiaoping. La répression du gouvernement chinois a énormément choqué et fait réagir le monde entier. Elle a été symbolisée par cette célèbre photo où on voit un homme s'interposant seul face à des chars de l'armée, ce qui lui a valu le surnom de Tankman. Bref, ça a tellement entaché l'histoire du pays que ça a été férocement censuré. Même les moteurs de recherche et les réseaux sociaux ont dû accepter cette censure pour s'implanter en Chine. Le gouvernement chinois a tout fait pour éviter que les informations circulent à l'intérieur et en dehors du pays et n'a jamais rendu compte de ses actes. À l'heure actuelle, il reste encore beaucoup de zones d'ombre sur ce tragique événement. Et c'est pour cette raison que, depuis des années, des voix tentent de braver la censure pour rappeler cette histoire et l'importance de la lutte au peuple chinois ainsi qu'au reste du monde. Mais bien évidemment, ils se font très vite museler par les autorités. Par exemple, en 2014, certaines personnalités ont été inculpées pour avoir seulement évoqué le 25e anniversaire de l'événement. Et sur internet, la résistance se fait à grands coups de mèmes ironiques pour mettre en lumière cette censure insupportable, notamment au travers de la figure héroïque du Tankman. Alors peut-être que ce t-shirt faisait partie de cette tentative militante, que le sinogramme esprit devant la phrase signifie que les morts ne sont pas oubliés et que la flamme de la lutte demeure à l'intérieur de la population. Peut-être que le trashman, auquel s'identifie l'auteur, est une façon détournée de faire référence au tankman, symbole de la lutte du peuple chinois face à l'oppression de son gouvernement. Ou alors, peut-être qu'il a tenté d'interpeller l'opinion mondiale qu'un nouveau massacre de la population chinoise avait lieu en ce moment même, au travers du scandale sanitaire de l'eau. Quoi qu'il en soit, s'il y a bien eu un militant à l'origine de ce message, il a probablement été intercepté et le t-shirt aurait été retiré de la vente en ligne pour cette raison. Oulala, pas de politique dans mes mèmes. Alors, c'est pas parce que tu comprends pas les sous-textes qu'il y a pas de message politique dans la plupart des trucs que tu mates. Écoute, plus je te regarde et plus je me dis qu'on est à deux doigts d'un nouveau Shortgate 10 ans après. Du coup, c'est non alors. Mec, là t'as juste une dégaine de school shooter. T'as pas plutôt un starter pack du geek millennial typique à cette époque? Oh, encore un même de 2014 ça. Né d'un post Twitter de It's Lady Naplis qui montre une série de photos présentant, selon elle, les principaux éléments constituant le look supposé des meufs blanches qui sortent avec des mecs noirs. Eh ben ça commence très bien cette histoire, dis donc. Alors il existait déjà des vannes à base de starter kit en images macro, notamment celle sur le cliché de la vieille folle au chat du quartier. Mais quelqu'un qui aime à ce point les animaux peut-il vraiment être fou? Et depuis 2009, il y avait déjà des stylist look, ou approprie-toi son look, un autre mème parodiant les guides vestimentaires en jouant sur les clichés socioculturels, un mème qui a explosé lui aussi en 2014 et qui a eu aussi un variant en 2021, ajoutant un élément comique supplémentaire, de la lingerie fine sexy dissimulée sous la couche de vêtements de personnages masculins. Mais le format du mème de type starter pack, avec plusieurs images constituant les éléments principaux de clichés socioculturels, est vraiment né et s'est répandu en 2014, pouvant aller du plus soft à la critique la plus acerbe envers certaines communautés
communauté. Ah, c'est souvent les mêmes d'ailleurs, c'est bizarre, non? C'est sûr que c'est pas le genre de truc qui aide à apaiser les tensions sociales, même si certains sont franchement drôles, tournés vers l'autodérision, ou encore très inclusifs dans le sens où chacun peut s'y reconnaître, on n'est pas loin du cliché des costumes d'Halloween, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une campagne contre l'appropriation culturelle et la stigmatisation de certaines communautés en 2011. Et qui a été massivement moqué à l'époque, et encore de nos jours avec le même « ma culture n'est pas un costume ». Cependant, à la différence de ces autres mèmes, les starter packs ne sont pas limités qu'au style vestimentaire. Il y en a vraiment pour tout et n'importe quoi, du moment que c'est résumable à quelques éléments très représentatifs. Ça peut être vu comme une façon de critiquer quelque chose pour son manque d'originalité ou de profondeur. Et très vite, on se rend compte que rien ni personne n'échappe à la starter packisation. C'est donc tout naturellement que s'est développée une variante qui reprend la base du mème, mais cette fois pour décrire des choses hyper spécifiques que seul le créateur de l'image peut comprendre. Des trucs cryptiques bien de niche, quoi. Un second variant né le 30 décembre 2021 intitulé « Les fringues qu'il porte, les outils qu'il sait utiliser » regroupe les vêtements et les objets typiques d'un cliché, toujours avec quelques détails glissés dans le pack pour appuyer la vanne et tourner en dérision. Et bah du coup, y a pas un look de youtubeur qui parle de même en 2014? Genre ça? Non, ça c'est un cosplay de Shigeru Miyamoto. Bon, tu sais quoi, ça me saoule, je vais simplement reprendre mes vieilles fringues de l'époque et puis voilà. Ouais, ça reste gaze, mais c'est ton style après tout. Voilà, bon, allons-y.